Des élèves de 4e se mettent par petits groupes pour tenter de résoudre un exercice. Leur professeur leur a en effet donné un devoir. Une note sera valable pour tous les membres du groupe. Mais quel est l'objectif du travail de groupe, à qui incombe la constitution des groupes de travail? Approximativement, combien d'apprenants par groupe? Par cet exercice, le professeur amène ainsi les enfants à fouiller les livres, les cahiers, ainsi de suite, pour découvrir par eux-mêmes les connaissances à acquérir. C'est le professeur qui forme les groupes. Parce qu'il a des objectifs à atteindre, c'est en fonction de ces objectifs qu'il forme le groupe. Et comme il connaît ses élèves, il forme les groupes en fonction de la personnalité des élèves. Parmi eux, dans sa tête, il y a certains qui seront les leaders du groupe, compte tenu de ce qu'il sait de ses élèves, selon leur personnalité, selon leur rendement. Au moment où on avait des effectifs acceptables, au plus de 5 élèves, ça va. Ça permet d'amener chacun à faire sa part dans le groupe. Mais aujourd'hui, avec les effectifs pléthoriques, vous comprenez qu'on peut retrouver 10 élèves par groupe. Le travail des élèves en petits groupes est donc à la fois une méthode et un moyen pédagogique. Mais les enseignants n'y recourent pas de façon systématique. Il peut arriver que le professeur sente le besoin de donner un devoir de groupe parce qu'il est pris par le temps. Quand la fin du trimestre est proche, qu'il se rend compte qu'il n'a pas les notes requises, alors il sent le besoin de faire un travail de groupe afin de corriger rapidement le devoir et d'être dans le temps pour pouvoir finir le trimestre. Au cours du trimestre, je donne au moins 2 fois les devoirs de groupe. Les devoirs de groupe permettent aux apprenants d'être au même niveau de compréhension. Méthode de travail, raisonnement, analyse. En somme, les élèves peuvent ainsi développer leur créativité. Mais sont-ils tous attentifs et s'impliquent-ils tous dans cette tâche? Nous tous, nous travaillons en groupe. Mais il y a d'autres aussi qui ne font pas et après ils viennent inscrire leur nom. Quand les professeurs donnent les exercices de classe, certains ne font pas les exercices. Ils préfèrent laisser la tâche à d'autres élèves. Donc ce sont ceux-mêmes qui connaissent le plus, c'est ceux qui font les exercices de classe. Tout le monde traite les exercices, mais il y a d'autres qui ne comprennent pas toujours. Vu la négligence de certains apprenants pendant les séances de travail en groupe, les réactions des parents d'élèves à ce sujet sont mitigées. Souvent, il y a trop d'amusement en fait. Quand ils arrivent, c'est des causeries. Jusqu'en fin de compte, vous faites rien en fait. L'heure arrive et puis chacun rentre chez lui. C'est pas parce que lorsque le professeur donne les exercices en groupe, d'autres profitent de la situation, ils n'étudient pas, ils se disent que non, il y a telle personne qui a fort, bon, profite et puis la note est partagée à tout le monde. Je préfère les exercices en groupe parce que chacun apporte au moins ses idées et puis bon, et ça marche quoi. Le travail de groupe est indispensable pour l'élève comme pour l'enseignant. Non seulement il permet à l'élève de relever son niveau, il lui permet aussi et surtout d'apprendre à vivre en communauté. Dans cette école primaire, les élèves participent à une classe un peu particulière. Ici, on parle des règles et on explique aux élèves en quoi consiste la puberté féminine. Un sujet encore bien trop souvent tabou en Éthiopie. Dans les zones rurales où le mariage précoce est courant, certains pensent que les règles sont provoquées par des rapports sexuels. Nous enseignons aux élèves que les règles sont un don de Dieu. Nous leur apprenons que ce n'est pas une maladie, mais que c'est naturel et biologique. Le Club des filles est le fruit d'une collaboration entre l'UNICEF et les autorités éthiopiennes. Seulement 54% des filles de ce pays terminent l'enseignement primaire. Beaucoup arrêtent à cause des douleurs pendant leurs règles et aussi à cause de la stigmatisation. En plus d'éduquer tous les élèves, même les garçons, des serviettes hygiéniques sont distribuées aux filles. Un bon moyen pour éviter qu'elles quittent les cours par peur d'être repérées par leurs camarades de classe. À l'école de Chéneau, le décrochage scolaire a été éradiqué depuis le lancement du programme en 2013. Selon la direction, en 2012, 20 filles avaient quitté l'école. En Côte d'Ivoire, la semaine du 20 au 26 novembre 2017 est déclarée Semaine de l'enfant. Cette célébration s'inscrit dans le cadre de la Journée internationale des droits de l'enfant.
Le faisant, le gouvernement ivoirien veut engager toutes les populations à accorder une attention particulière aux enfants face à des maux comme la pédophilie, la cybercriminalité, la délinquance juvénile et le phénomène des enfants en conflit avec la loi. La ministre de la Femme, de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité donne le ton. La ministre Mariatou Koné cède momentanément son fauteuil à la vice-présidente du Parlement des enfants qui donne un aperçu de la célébration. Ainsi, la semaine du 20 au 26 novembre 2017, déclarée semaine de l'enfant, sera l'occasion pour nous de tenir la première réunion interministérielle sur la promotion des enfants en Côte d'Ivoire. J'invite à l'occasion de cette journée chacun et chacune de nous, acteurs et familles, communautés, États, collectivités, secteur privé, à s'engager pour une protection plus renforcée des droits des enfants dans notre pays. La vice-présidente du Parlement des enfants, en ces débuts de la semaine de l'enfant, a pris part à l'ouverture de l'atelier de validation du plan de réparation communautaire. Il est question ici de cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Une prière de reconnaissance à Dieu pour la paix en Côte d'Ivoire, également à l'endroit des autorités ivoiriennes. Ces fidèles répondent ainsi à l'appel de l'Église chrétienne internationale pour ce moment d'adoration. La Bible dit en 1 Timothée chapitre 2 que nous devons rendre des prières, des actions de grâce aux autorités, aux dirigeants et à tous les hommes du pays. Et donc nous avons décidé ce matin de nous réunir et de faire un temps pour remercier non seulement Dieu, mais remercier Dieu pour les hommes qu'il a mis à la tête de ce pays, en particulier le président de la République et tous ceux qui travaillent autour de lui, et de les habiter d'une sagesse incroyable pour qu'ils puissent continuer de nous aider, de nous encourager, pour que nous puissions évangéliser dans la paix dans le pays. Unir les forces, concilier les idées pour implorer le Seigneur afin qu'il puisse agir en faveur des dirigeants du pays. C'est le message à l'ensemble de ses fidèles. C'est tellement important d'être attaché à Dieu et d'avoir une relation incroyable avec Dieu. Donc demandez à chaque fidèle de travailler sa relation personnellement avec Dieu et sa marche avec Dieu. Nous devons aller partout dans la Côte d'Ivoire et amener chaque personne, chaque Ivoirien à se réconcilier avec Dieu et se réconcilier aussi avec son frère et sa sœur. Et c'est le plus important. L'Église chrétienne internationale d'Abidjan existe depuis 2008. Elle ambitionne s'implanter partout en Côte d'Ivoire. Le Rwanda, accusé par Kinshasa et l'ONU de soutenir le mouvement du 23 mars à M23, a pris acte de la chute de la ville de Goma dans l'est de la RDC et demandé au gouvernement congolais de négocier avec les rebelles. Le M23 n'a guère rencontré de résistance de l'armée qui s'est regroupée à Saké à une vingtaine de kilomètres au sud-est et Goma semblait calme. Le chef militaire rebelle Sultani Makenga a fait son entrée avec une escorte. Cet officier qui avait fait défection de l'armée régulière en mai pour créer le M23 est accusé d'horreur à grande échelle contre les civils par Washington, qui l'a placé sur une liste noire de personnes sanctionnées. Kigali, qui dément soutenir le M23, a appelé le gouvernement congolais à un dialogue politique direct avec les rebelles. Des négociations avec toute l'opposition déjà exigées par les rebelles lundi 19 novembre, mais auxquelles Kinshasa s'est jusqu'ici refusé. Joseph Kabila s'est rendu le 20 novembre 2012 dans l'après-midi à Kampala pour discuter de la crise avec le président ougandais Yoweri Museveni et les autres États de la région des Grands Lacs. C'est difficile de dire qu'il faut garder le calme. Mais effectivement, il faut garder le calme. Le Congo doit continuer à se préparer. La mobilisation doit se poursuivre, pas seulement au Nord Kivu, pas seulement au Sud Kivu et la province orientale et ailleurs, mais sur toute l'étendue du territoire national. L'Ouganda a aussi été mis en cause par l'ONU pour son aide au M23. La France, elle, réclame une révision du mandat des 17 000 casques bleus déployés en RDC qui n'ont pas été en mesure d'intervenir pour s'opposer à quelques centaines d'hommes. À Goma, l'ambiance s'est détendue dans l'après-midi. Les habitants ont recommencé à apparaître dans les rues alors que les soldats du M23 circulaient sans incident. La ville ne portait pas de traces de destruction, mais 37 personnes blessées par balle, dont 12 enfants, étaient soignées dans un hôpital. Les rebelles ont aussi pris le contrôle des 2 postes frontières avec la ville rwandaise voisine de Gisenyi. Goma avait déjà été occupée à 2 reprises en 1996 et 1998 par des rébellions appuyées par le Rwanda voisin.
En 2008, une précédente rébellion menée par Laurent Nkunda s'était arrêtée aux portes de la ville après avoir défait l'armée. Les nouveaux combats de ces derniers jours ont provoqué d'importants mouvements de population et notamment le déplacement de camps entiers de populations désormais affamées, 100 000 déplacés selon Médecins sans frontières. L'ONU a par ailleurs accusé les rebelles d'avoir enlevé des femmes et des enfants.